Salam alaikum. Aujourd'hui, avec nous, Ryan Mahamdi, directeur de l'école de commerce à Paris. Tout à fait. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci à vous de m'accueillir dans vos locaux. Aujourd'hui, on va échanger sur le secteur, on va dire, de l'éducation et en même temps le secteur professionnel. Ce que l'école peut apporter au secteur donc, professionnel, ce que le monde professionnel peut apporter aussi aux écoliers. Avec grand plaisir. Je vais te laisser te présenter, après je me présenterai juste derrière et je présenterai le groupe. Tu présentes un petit peu le cursus scolaire, ce que vous proposez en tant qu'école. Oui, avec plaisir. Ryan Mahamdi, directeur de l'école de commerce INIM, basée dans le Val d'Oise. On propose des formations allant du bac au bac plus 5 dans le domaine du commerce et des ressources humaines, D'accord. avec un parcours avec l'obtention du bac et une possibilité de réaliser des études supérieures sans l'obtention du bac également. Ok, donc vous faites passer le bac. Alors non, on Vous ne fait pas accompagnez. passer le bac, on D'accord, peut faire passer des diplômes niveau bac, d'accord, mais on accompagne, malgré qu'il y ait des élèves qui n'ont pas obtenu le bac, sur des formations professionnalisantes allant jusqu'au bac plus 5. d'accord, ok, parfait. Au niveau des différentes filiales que propose l'école, Alors, on va proposer des BTS, donc diplômes assez connus en France et qui fonctionnent plutôt bien, hein, puisque ça reste le cursus vers lequel se tournent le plus les élèves post-bac. parce que c'est Donc, courte durée, c'est 2 ans, bien c'est sûr, ça? c'est 2 ans, et ça reste quand même un diplôme qui est très ancré dans la tradition de l'éducation française Mhm. et qui permet derrière aussi de se réorienter si jamais on a fait le mauvais choix, ce qui arrive très souvent pour les élèves. Le BTS étant un diplôme académique, il permet de se réorienter très facilement sur des licences ou d'autres cursus. Tout à fait. Voilà, ça va être un petit peu plus ou moins le profil que j'ai fait pour trouver ma voie au niveau du marketing. J'ai fait un petit peu de droit, un petit peu de comptabilité. Donc effectivement, le BTS, en 2 ans, ça permet de savoir si effectivement c'est ce qu'on veut faire plus tard ou pas. Exactement, Et ça nous permet de changer. Alors que si on rentre dans un cursus de 5 ans, bien sûr. après c'est très compliqué de pouvoir se réorienter. Tout à fait, ça reste un diplôme assez généraliste, même si aujourd'hui ils sont très spécialisés, hein. On va avoir le BTS communication par exemple, mais qui va aborder quelques notions de droit, D'accord. quelques notions de marketing, quelques notions de communication qui sont des choses complètement différentes, Mhm. un peu de graphisme, et ça permettra à l'élève de savoir si en bac plus 3 il veut s'orienter plus sur du droit de la publicité par exemple, D'accord. ou à défaut sur quelque chose de très graphisme et charte graphique, tout ce qui va être logiciel, c'est une possibilité. Donc c'est un diplôme qui permet à la fois de prendre une connaissance terrain puisqu'ils sont en alternance, en apprentissage, Ok. mais également de comprendre les difficultés du métier et les spécificités. Et savoir que les métiers de la communication, ce n'est pas le métier de la communication, mais une multitude de métiers qui Tout à existent. fait. Exactement. Et en parlant de l'école, elle est située à Paris. Elle est située dans le bassin de Cergy-Pontoise, hein, plus spécifiquement à Herblay-sur-Seine. D'accord. On est l'une des seules écoles de commerce, enfin l'un des seuls CFA sur la commune d'Herblay-sur-Seine, Ok. et on est à quelques minutes de la gare de Cergy-Préfecture. D'accord. Il y a environ combien d'élèves au niveau de l'école? Sur septembre 2026, on est sur un objectif de 400 élèves sur le site d'Herblay, Quand même. avec une possibilité d'ouverture d'un autre campus très bientôt. Ok, Voilà. parfait. Marrakech. Oui, Marrakech. Alors on réalise plusieurs destinations, hein, pour la mobilité internationale de nos étudiants. D'accord. Cette année, ils ont fait Tokyo et Marrakech. L'année dernière, ils avaient fait exclusivement Marrakech. L'année prochaine, bon, je vais un petit peu spoiler les destinations que je présente en début d'année, mais on prévoit, en plus de Tokyo et Marrakech, New York et deux autres destinations que je garderai secrètes Secrète. Ok, pas de pour souci. ma soirée de pré-rentrée. Pourquoi Marrakech? Marrakech, c'est une des villes où on retrouve beaucoup de ce qu'on appelle les MRE. Donc les Marocains résidant à l'étranger. Tout à fait. C'est une ville où investissent beaucoup les MRE, où on a une diaspora marocaine résidant à l'étranger qui revient investir ici. Et c'est intéressant pour nos étudiants, ça leur permet d'allier, et c'est l'une des villes les plus francophones qui puissent exister dans nos destinations, ça leur permet de comprendre à quel point les études qu'ils peuvent réaliser en France peuvent aussi servir à l'étranger. Et c'est pour ça que j'avais pris contact avec Salem Group, puisque si je ne me trompe pas, tu me corrigeras si jamais je fais une erreur, euh, c'est un groupe qui a été monté par une famille de Marocains résidant à l'étranger. Tout à fait. Et ça permet de faire comprendre à nos élèves que les compétences acquises sur le territoire français peuvent être multipliées, non pas uniquement au Maroc, mais sur beaucoup de territoires. Plusieurs continents, C'est voire ça, en pleine plusieurs expansion. pays. Tout à fait, que ce Exactement, soit francophone ou autre, bien ou sûr. anglophone.
l'expertise que va procurer, on va dire, l'école est réutilisable dans plusieurs domaines, dans plusieurs pays. Tout à fait. Le plus important, c'est déjà de le vivre au niveau du Bien sûr. stage. Donc, je pense que c'était les visites que tu organises au niveau de chaque pays, c'est de pouvoir immerger un petit peu les élèves dans le monde professionnel, Bien sûr. de voir un petit peu comment les personnes arrivent à créer des business, à les monter, ou peut-être travaillent dans des sociétés qui existent déjà, et de mettre en application les connaissances qu'ils ont acquises durant l'année scolaire. Exactement, et ça a toujours été le cas, hein, que ça soit à Marrakech ou à Tokyo par exemple. On s'est toujours rendu compte que ce sont des Français qui ont acquis leurs compétences via leurs études en France, qui se sont installés en autodidacte sur le territoire étranger et qui ont pu monter une entreprise. On a visité une entreprise à Tokyo qui avait été montée, c'est une start-up qui a été montée par deux Français, D'accord. qui est un prestataire, enfin ce sont des prestataires de Amazon, Google, Ok. et qui font aujourd'hui 3 milliards de chiffre d'affaires Ah, bah, via des solutions informatiques et de logistique pour d'accord. les grandes firmes internationales. Ok. Donc c'est toujours intéressant, hein, pour les élèves, et en dehors de l'aspect éducatif, ça reste quand même une expérience personnelle très enrichissante. Un voyage avec ses camarades de classe, hein, je le dis toujours, ça reste un souvenir gravé pour la Ça, vie. ça crée une fratrie aussi. Totalement. Et on le voit, hein, filles, garçons, tout le monde se mélange. Parfois, certains ne se connaissaient pas, ils ont fini par former de réels amis. Et des fois, certains projets peuvent naître de ce voyage. C'est des futurs peut-être partenaires Partenaires, de tout à fait. projet. Ils vont réfléchir, ils sont venus à Marrakech, ils ont dit, ah, on a peut-être une idée, C'est exactement ça. et pourquoi pas ne pas le monter à Marrakech. Ça a permis de visiter aussi des restaurants qui ont été montés par des Français. Mm. Et j'ai des élèves qui se sont dit, ah bah, pourquoi pas nous? Et c'est le but de ces expériences-là, qu'elles soient enrichissantes sur l'aspect personnel, mais surtout sur l'aspect professionnel, en leur disant, il n'y a pas de limite. Les seules limites qui existent aujourd'hui, c'est celles que vous vous fixez vous-même. Ouais, Et c'est le but de tout à fait. l'expérience. Euh, de mémoire, je pense que c'est très rare les écoles qui font ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Alors, il y a le cursus Erasmus+, qui Oui. permet de partir Et c'est en Europe, C'est ça, c'est en les Europe, échanges européens. exactement, les échanges européens, en autonomie un petit peu. Donc, ils vont aller à l'étranger, il va y avoir une aide qui va être mise en place. Très peu d'écoles l'organisent. Et nous, en interne, on a fait le choix de mettre un reste à charge très faible pour nos mobilités, qui est uniquement de 100 euros. D'accord. Pour dire aux élèves, vous participez financièrement, puisque c'est un biais psychologique de se dire j'ai participé financièrement, et donc je me dois être investi dans ce voyage-là. Malheureusement, les autres écoles le font payer, et nous, c'est pour lutter contre un petit peu la disparité Oui, des parce que classes sociales, puisque certains n'ont pas les moyens, Exactement. alors que pas forcément. Bien sûr. Moi, je dirais qu'il y en a qui ont peut-être pas les moyens. Nous, on le fait beaucoup avec dans le volet sportif, d'accompagner des. On le trouve souvent. Donc, je vais rebondir un petit peu sur ça. On a des petites pépites qui n'ont pas forcément les moyens, et c'est à nous de les aider en faisant comme ce que tu viens de dire, de faire. Et nous aussi, on les aide, par exemple, sur des sports de combat, sur certaines personnes, on les accompagne Bien sûr. pour se déployer, et on se rend compte que finalement, ça devient des champions, des futurs managers, des futurs entrepreneurs. C'est exactement ça. On a toujours un côté philanthrope qui ressort lorsque on vient manager ou diriger une entreprise. Et ça a été le choix fait par mon associé et moi-même de se dire, il y a des étudiants, et on le sait, il y a une réalité qui est là, qui travaillent qui ont fait un cursus par alternance, non pas par choix, mais par obligation familiale. Ils se doivent d'assumer un foyer seul, ils ont des frères et sœurs à leur charge. Et le voyage, c'est parfois la première expérience de voyage pour nos élèves. Et c'est donc très important pour nous que de leur proposer une diversité d'expériences, que ce soit par la destination ou bien par les entreprises qui vont découvrir sur place. D'accord, ok. Alors, au niveau du programme de visite, que ce soit à Tokyo ou à Marrakech, ou les destinations secrètes, les visites se font avec des sociétés ou au niveau culturel? Comment ça se passe en amont? Tu contactes des sociétés, tu dis Oui. voilà, on arrive, est-ce qu'il y a possibilité? Ou tu arrives ici avec les élèves, ou alors peut-être que des élèves ont déjà fait une recherche au préalable de sociétés qu'ils aimeraient voir, et après vous les contactez. Comment ça se passe? Alors non, malheureusement, ça demande beaucoup de préparation en amont, hein, le voyage, donc plusieurs mois à l'avance, puisqu'on a quand même des obligations pédagogiques. Mhm. On reste des écoles financées
par les finances publiques. Ok. Et donc, c'est quand même très important qu'il y ait un cadre. Et ce cadre-là, on le fixe à l'avance avec un planning. Ils ont un petit peu de quartier libre, mais principalement des visites d'entreprise. J'ai pris en contact en amont avec Salem Group pour pouvoir mettre en place ce partenariat. C'est pas toujours évident dans certains pays. À Tokyo, ça a été plutôt simple puisque c'était des francophones qui ont facilement compris. C'était plus simple aussi pour eux et l'occasion d'échanger en français avec des élèves qui venaient de la France et de leur présenter un parcours d'un Français qui s'est expatrié Dans à un l'étranger. Exactement. Donc c'est quand même plutôt facile, mais ça demande une grosse organisation, hein, puisque quand on reprend la mobilité de Marrakech, c'est 70 élèves qu'il faut loger, Ça. nourrir, accompagner, Sécuriser. transporter, sécuriser. Ouais. Donc ça reste quand même une grosse responsabilité, c'est une très grosse préparation en amont. Alors, je dirais, et je le rappelle toujours, c'est pas forcément la responsabilité pédagogique, puisqu'elle est simple à mettre en place lorsqu'on met en place nos process qualité, mais c'est plutôt la responsabilité morale de se dire, j'ai 70 jeunes, je Faut les dois être... encadrer. Exactement, faut les Il faut qu'ils encadrer, il faut qu'ils acquièrent de l'expérience, pas forcément pédagogique, bien sûr, mais qui voient des choses, qui comprennent des choses et qui comprennent comment l'organisation est faite. Que c'est totalement. pas on va à Las Vegas ou. Non, du tout, du tout. Et ils comprennent très facilement, hein, de se dire, l'éducation, c'est pas forcément ce qui se passe dans une classe de cours. On peut très bien les éduquer via une expérience. Je donne l'exemple de l'orphelinat. Certains n'ont jamais visité d'orphelinat. Lorsqu'on va à l'orphelinat, rendre visite aux enfants orphelins, ça leur met une claque quand même. Ah oui. De se Ça, dire, il y a une réalité qu'on n'avait jamais vue Ceux auparavant. ceux qui ne l'ont jamais fait, je les invite à À le visiter faire, un totalement. orphelinat. On se remet en question. Exactement, Et on voit certaines choses qu'on n'a jamais vues dans notre vie. c'est ça. C'est- Et c'est très intéressant puisque quand la directrice de l'orphelinat nous reçoit, elle nous explique les parcours des enfants qui sont là. Et là, ils se disent, j'ai quand même de la chance. Ouais. Puisqu'on les entend souvent se plaindre et on a ce qu'on appelle la Gen Z. C'est un petit peu la nouvelle génération qui se plaint de Rebelle. tout, qui refuse tout, qui remet tout en question. Et parfois, c'est bien, ça remet les idées en place, hein, de se dire, voilà, ce petit garçon de 2 ans, il n'a rien demandé, mais il se retrouve là, Tout seul. tout seul, sans parents. Il connaîtra peut-être jamais son histoire. Mm. On ne sait pas comment il va évoluer. Même s'il a les meilleurs cadres, ça reste quand même une histoire très lourde avec laquelle il part. Et les jeunes, parfois, ça les remet en question et c'est toujours intéressant. Ouais, des fois même, ça leur donne un petit coup de boost. Totalement. Ils reviennent, finalement, je suis bien, je vais bosser, je vais étudier, je vais m'en sortir. On a cette chance-là quand même en France, hein. Ouais. On peut s'en plaindre, on peut remettre beaucoup de choses en question, mais on devrait remercier la France jour et nuit sur l'éducation, puisqu'on a quand même un très bon niveau d'éducation. Il y aura toujours des manquements, on sera jamais satisfait à Oui, 100%. c'est jamais 100% parfait. Totalement. Il y a toujours des failles ou des couacs, mais après, c'est les aléas de la vie. Bien sûr. Que ce soit au niveau de la vie, ou au niveau de l'éducation, au niveau des cours, même en entreprise. Il y a des Totalement. hauts et des bas, il y a des problèmes, il y a des à résoudre, il y a Bien sûr. des erreurs qu'on commet, qu'il faut savoir déjà les comprendre pour après aller de l'avant. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine de la vie. Tu fais bien de le rappeler, puisque ils ont quand même du mal à comprendre que la vie, elle n'est pas toujours facile. Et comme ils sont jeunes, ils n'ont pas vécu beaucoup de choses très alarmantes dans leur vie, ils pensent que la vie, elle est constante et qu'il va y avoir une facilité tout au long, jamais de grandes épreuves. Et c'est parfois compliqué à leur faire comprendre. Malheureusement, non. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, il y a des hauts et des bas. Moi, je vais parler un petit peu aussi de mon expérience personnelle. Des fois, on arrive en haut et puis d'un coup, on arrive en bas. Mais le plus important, c'est de se dire, bon, j'en suis là. Pourquoi, comment et comment je suis arrivé. Et c'est là où on se retrousse les manches et on repart de l'avant. Mais la vie n'est jamais une ligne droite parfaite. Tout le monde aimerait ça, Malheureusement. mais c'est pas le cas. malheureusement. Bah, moi, le premier, je leur parle beaucoup de mon parcours personnel, hein, à mes élèves, puisque c'est la seule manière, j'ai l'impression, de ne pas tenir un discours monotone. Puisque lorsqu'on est dans l'éducation, bon, les profs ont le même discours que moi, mon équipe pédagogique aussi, mais je rentre beaucoup dans mon histoire personnelle pour leur dire, voilà, il y a ce qu'on vous raconte dans la salle de classe, mais il y a aussi ce qu'on a vécu nous, et qu'on ne veut pas que vous viviez, Exactement. ou bien que vous ayez de meilleurs bagages pour pouvoir faire face à ces éléments-là. Je fais exactement la même chose, mais en entreprise. Ça veut dire, c'est avec mes équipes. Je leur parle beaucoup de ce que j'ai vécu. Et je les encadre beaucoup, je les conseille beaucoup. Et de mon expérience, je leur dis, voilà, moi j'avais fait ça.
si tu peux éviter, c'est mieux. Fais ceci, fais cela. Ça leur permet aussi de poser une assurance, une cohésion d'équipe. Et en même temps, ça permet de rassurer aussi les gens avec qui on travaille. Bien sûr. Et quand on a une équipe qui est soudée et où il y a une bonne cohésion et une bonne confiance, eh ben, il n'y a que des bons projets qui sortent. Exactement. Et que ce soit en classe ou que ce soit même au niveau professionnel, c'est des choses qu'il faut absolument appliquer. Malheureusement, pas tous les enseignants ou pas toutes les écoles ou même pas tous les managers ou dirigeants ont cette optique-là. C'est tu travailles Oui. et on verra après ce qui se passe. Non, c'est un partage d'expérience. Exactement. Il faut donner le bon comme le mauvais. J'ai mal vécu ça, voilà pourquoi. Et il faut conseiller les autres de telle manière à ce que tout le monde puisse évoluer dans le même sens. Je n'aime pas qu'ils m'appellent monsieur le proviseur ou Mm. monsieur le directeur, puisque on n'est plus au lycée. Ce sont de grandes personnes. Et contrairement au lycée, ils ont fait le choix de poursuivre en études Mm. supérieures. C'est devenu Et, des adultes. mais totalement, c'est des adultes et ils se doivent de porter une certaine responsabilité maintenant. Mm. Celles qu'ils n'ont pas forcément auparavant. Moi, j'ai beaucoup de parents qui m'appellent et qui me disent « Vous ne m'avez pas prévenu pour mon enfant. Je sais que c'est votre enfant, mais c'est un adulte responsable et aujourd'hui, c'est un salarié en plus d'être votre enfant. Et majeurs. » Parce Totalement. que là, Bien sûr, ils ont oui, plus de 18 ans, voire même plus de 21 ans. On en a quelques-uns mineurs encore, mais voilà, ça reste une très grande minorité. Et c'est quelque chose de très important de leur faire prendre conscience de tout ça. De se dire, c'est pas monsieur le proviseur, c'est Ryan Mahamdi, le directeur, avec qui je peux échanger, avec qui je peux partager mon parcours personnel et qui peut me conseiller. Professionnels, ou même les petits soucis qu'il y a, Bien sûr. familiaux. On n'est pas forcément directeur ou patron, ou même... on est là aussi quand même pour un soutien pour les personnes. Des fois, il y a des faiblesses familiales ou autres, et on est là pour accompagner aussi Totalement. les jeunes. On va appeler les jeunes, que ce soit en Bien sûr. entreprise ou en école. C'est notre rôle aussi, en tant que directeur, encadrant ou surveillant, de les accompagner sur ce volet-là. Quand on est manager, on porte une certaine responsabilité managériale, même a si la on n'a pas responsabilité. envie d'échanger sur le volet personnel. Sinon, on n'est pas manager. Exactement. Ça, Voilà. on est à un poste et l'équipe, de toute façon, ne pourra pas fonctionner. Que ce Bien soit sûr. à l'école, les enfants ne vont pas apprendre, ou en entreprise, ben, le projet ne sortira jamais, ou le dossier ne sera jamais fini, parce qu'il y aura un fossé qui va se créer entre le manager et les équipes. Totalement, et un collaborateur totalement épanoui, c'est celui qui peut échanger librement avec son manager. Hein. Moi, j'ai toujours cette Voilà, idée-là. La porte qui est tout le temps ouverte. Exactement. C'est Moi, j'ai toujours cette politique-là. Je dis toujours, en début d'année, je passe dans chaque classe en disant à mes élèves, la porte est toujours ouverte. Mm. Et la même chose, hein, puisqu'aujourd'hui, j'ai la chance de manager une équipe de 60 collaborateurs, en leur disant, ma porte est toujours ouverte. On peut ne pas s'entendre sur un aspect professionnel, mais quand on Oui. est assis autour de la table, C'est on a tous exactement la ça. même parole et on se remet tous en question. On évolue ensemble. C'est ce que je dis aussi. Ça veut dire je peux piquer, on va dire, pas une hurlante, mais une critique un petit peu rude par rapport à quelqu'un de l'équipe, mais ça sera uniquement au niveau professionnel. Totalement. On sort pour un café. C'est exactement Parce ça. que en dehors de là, je t'ai parlé au niveau professionnel. Ton dossier ne m'a pas plu, je te l'ai fait comprendre, sèchement, mais c'est pas une raison pour que si on sort, je te dis pas bonjour, on parle professionnel. Et c'est d'ailleurs le problème qu'il y a beaucoup au Maroc, c'est que cette limite, des fois, les gens ont du mal à l'apercevoir Oui. entre le monde professionnel et le monde personnel. Ça veut dire que quand on fait une critique au niveau du professionnel, ils le prennent en tant que personnel et après ça dérive. Alors moi, j'essaye vraiment de faire comprendre à chaque fois, quand je fais des critiques, je critique sur le travail, non pas sur la personne. La personne, c'est une chose, le travail est une autre. Donc ça aussi, c'est... Ça reste quand même compliqué Ouais. pour vous de gérer des ressources humaines marocaines, donc originaires du Maroc, et une équipe managériale étrangère, puisque je crois qu'il n'y a pas que des Français dans l'équipe, si je me Il trompe n'y a pas pas. que des Français. Ouais. Il n'y a pas que des Français. On a quelques nationalités. En fait, si on parle du groupe en général, on a beaucoup de nationalités. On a des Philippins, par exemple à Dubaï, on a des Philippins, des Indiens, des gens de Dubaï, des Pakistanais. On a une équipe à Zanzibar, donc des Tanzaniens. On a même des Marocains en Tanzanie. D'accord. Et là, au Maroc, on a des Philippins aussi. On a des Français, on a des Marocains. Mais on va dire qu'on met en place une culture d'entreprise.
Très bien. Donc peu importe la nationalité ou l'éducation qu'on a eue ou autre, quand on rentre dans l'entreprise de Salam Group, on a une culture d'entreprise. Donc soit on adhère dans cette culture qui n'est pas, on va dire, très sévère, hein, parce que Bien sûr. des cultures d'entreprise qui sont très strictes et très sévères. Nous, on ne l'est pas. Le seul mot d'ordre, c'est de pouvoir donner ce qu'on donne au retour. Par exemple, ce qu'on dit, c'est tout travail mérite salaire. Donc pour mériter un salaire, faut travailler. Et ce seul mot d'ordre, c'est de pouvoir prouver la valeur de travail de chacun. À partir de là, tout se passe bien. Après, sur certains, on va dire les barrières, c'est surtout les barrières de langue qui Oui, arrivent. c'était ma Pas, prochaine question. pas de culture, mais c'est surtout des barrières de langue. Quand on a par exemple un directeur d'une entreprise qui est plutôt francophone, avec des employés qui sont arabophones, là ça devient un peu compliqué. Euh, bon, moi je suis marocain, donc je suis né au Maroc et j'ai grandi au Maroc. J'ai pas ce problème, donc j'interviens beaucoup au niveau des directeurs qui ont des petits soucis de langue avec leurs équipes. Mais ça, on s'entraide. Ça veut dire, c'est pas parce que je suis directeur stratégique et opération que je suis, par exemple, j'ai tous les directeurs des entreprises en dessous de moi, que je ne vais pas rentrer dans l'entreprise en elle-même. Si je prends par exemple la direction de Palm Agency, donc c'est la société de gestion locative, à un moment donné, elle avait en charge toutes les équipes de femmes de ménage ou les équipes de chauffeurs. Ils sont arabisants et la direction et le directeur est francophone. Donc l'échange n'y est pas. Donc on est obligé d'intervenir et de rentrer dans ce genre de réunion pour pouvoir faire comprendre les uns et les autres. Donc et j'y reviens. Donc s'il n'y a pas d'entraide, ça ne fonctionnera pas. Toujours. D'ailleurs, dans l'entreprise, notre président, on le trouve dans le chantier. Très bien. Ouais, il se retrousse les manches, Les manches et il y va. et il va dans le chantier. Il va avec les ouvriers. On peut le retrouver en train de faire un podcast, monter une caméra. Il met la main là où il peut, il aide. Ça veut dire c'est pas parce qu'il est président qu'il reste assis sur son fauteuil et qu'il voit les tableaux. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que Salem Group est une entreprise où on va dire tout le monde fait un petit peu le travail de tout le monde en entraide, malgré qu'il y a quand même une hiérarchie et un organigramme. Très bien. Mais très, très intéressant hein, ce que tu dis là, notamment par rapport au président, puisque c'est un métier qui est toujours vu comme étant celui qui reste derrière le bureau, qui ne se Exact. retrousse pas les manches, mais bien au contraire, hein. Avec tous les problèmes qu'il y a à régler, on n'a pas le choix que d'être sur le terrain et de comprendre les difficultés rencontrées sur le terrain pour pouvoir derrière y réfléchir et savoir comment on peut y pallier. Tout Et à ma fait. prochaine question, c'est est-ce que tu peux présenter plus en... On a eu l'occasion hein, d'échanger, ne serait-ce qu'avec mes élèves, sur la présentation de Salem Group, mais pour nos différents interlocuteurs Bien sûr, et les bien sûr. personnes qui vont C'est visionner vrai la qu'on vidéo, on est rentré dans le c'est vif du ça. sujet et j'ai pas présenté le groupe. Alors, Salem Group a démarré environ il y a 12 ans. Avec la première société, c'était RS Building. Donc, c'est une société de construction immobilière. Tout ce qui est lotissement de villas, de luxe à Marrakech. De là, plusieurs entreprises ont vu le jour. Ça reste toujours dans la périphérie de RS Building. Donc, par rapport aux clients qui ont acheté les villas, ils avaient besoin donc d'un retour sur investissement. C'était des investisseurs. Et donc, il fallait créer une société de gestion locative pour pouvoir gérer les biens. Euh, et de là est née Palm Agency. Donc, c'est la société de gestion locative. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 villas en exclusivité en gestion locative à Marrakech. Très bien. Une fois qu'on a lancé cette société-là, il y a eu d'autres besoins. Quand on fait de la gestion locative, on a de la restauration. Donc, on a lancé notre propre dark kitchen avec une boulangerie, un glacier. On a aussi besoin de tout ce qui est logistique, donc les transports, parce qu'après, on a toute une équipe de femmes de ménage, toute une équipe d'intervention technique. Donc, on a créé la société Net Go pour gérer tout ce qui est logistique. On a une blanchisserie en interne. D'accord. Comme on est aussi situé sur toute la même région, on est sur la route de Fès Ouarzazate, on a un manque d'infrastructures pour nos clients déjà qui y habitent et même pour on va dire les clients qui sont là en visite à Marrakech. Il n'y avait pas de complexe sportif,
ni de supermarché, rien du tout. Donc là, aujourd'hui, on est en train de construire un supermarché qui va accueillir aussi un centre médical. Oui, j'avais eu l'occasion de le visiter, très intéressant. Voilà. Et on est en train de terminer de construire, en principe dans les jours à venir ou mois à venir, un grand complexe sportif, Sport Square, avec 10 terrains de paddle, un VIP de 100% femmes, 3 terrains de foot 5-5. On va avoir aussi une salle de fitness homme-femme et un centre de bien-être et de soins, Etika. Donc tout D'accord. ce qui est massage, bien-être pour les hommes, pour les femmes, les hammams, tout ce qui est soins de visage, etc. Donc on a fait un microcosme autour de RS Building et de manière aussi à bien arranger toute la région parce que on n'aura pas que nos propres clients qui ont acheté les villas, Totalement. on a aussi tout ce qui est autour. On a l'école américaine avec qui on va faire bientôt un partenariat pour le sport. Donc voilà, on s'est élargi au niveau de la région. Et puis On Air, le podcast. Oui, Comme nous, au niveau marketing, on communique énormément, que ce soit pour la construction, pour la gestion locative ou les autres activités. On faisait des podcasts, on s'est rendu compte, autant faire un studio. On est à pratiquement 10 podcasts par semaine au niveau marketing. d'accord. Donc on a décidé de faire notre propre studio et de régler nos propres horaires et nos propres sujets. Et d'où, voilà. C'est toujours intéressant, hein. Moi, Tout à fait. je le répète, je ne cesse de le répéter, hein, qu'un studio de podcast, une fois qu'on l'a mis en place, on n'a pas le choix que de faire des C'est podcasts. ça, Donc, exactement. Après, voilà, on l'a ouvert aussi à des clients oui, externes. L'avantage, c'est qu'on a quand même des univers qui sont pas très. On les voit pas partout. oui, On a fait des beaux univers, donc on a quand même des clients qui sont intéressés, que ce soit nationaux ou même internationaux, hein. On a des youtubeurs, des influenceurs étrangers qui viennent en vacances ici et qui n'ont pas forcément des endroits où enregistrer ou faire du live. Ils le ils font, le font ici. ils le font ici. Donc ça, c'est au niveau du Maroc. En France, nous avons nous avons un restaurant de sushi. C'est un tout petit restaurant, mais bon, ça, au sud de la France. D'accord. À Dubaï, nous avons deux activités qui sont en corrélation. Nous avons tout ce qui est location de jet ski et jet car. Donc, on fait des tours de 30 minutes, 1 heure autour des monuments intéressants comme le Burj Al Arab, etc. Et on a un garage de stockage. Donc là, on s'adresse plus à des particuliers qui ont leur propre jet ski, où on stocke le jet ski, on fait la mise à l'eau, on fait tout ce qui est maintenance, réparation. Donc on le fait aussi pour notre propre parc Mm. de gestion de location des jet skis. Et on fait tout ce qui est achat et vente de jet skis à l'international. Très bien. On récupère un petit peu les jet skis d'occasion, on les remet à neuf, on les vend en Afrique. D'accord, très bien. Voilà. Et pour terminer, le dernier projet en date, c'est à Zanzibar. Donc nous avons un hôtel Hotalia de 10 Ok. chambres au niveau de Ngui, c'est là, au nord de l'île. Et on projette d'ici la fin d'année de démarrer la construction de notre deuxième hôtel là-bas. Très bien. Voilà. Donc on a, au niveau de ressources humaines, on est en pleine expansion, que ce soit avec le complexe sportif qu'on va ouvrir ou le prochain hôtel. Donc on est en perpétuelle évolution au niveau du groupe. Très bien, c'est quand même très intéressant. Alors, Dubaï et le Maroc, je comprends beaucoup pourquoi se lancer là, puisqu'on a quand même, par habitude, les Français se rendent beaucoup sur ces deux destinations, mais pourquoi Zanzibar? Zanzibar, c'était une opportunité d'investissement. Voilà. D'accord. Nous sommes quand même un groupe avec des associés, avec un président, et on essaie d'investir un petit peu dans des endroits qui nous paraissent intéressants. Zanzibar est une destination qui est très intéressante du fait de, premièrement, le pays en lui-même. Le paysage est juste extraordinaire et c'est en pleine expansion touristique. Oui. C'est l'équivalent des Maldives ou Bali en version moins chère. Totalement, Voilà, donc on a beaucoup de... pratiquement toute l'année, c'est agréable à venir en vacances. en vacances. Ouais. Donc pour nous, c'était une stratégie logique. On est parti essayer, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. Donc on va s'agrandir. On est en train même de réfléchir par rapport à tout ce qui est construction immobilière. Ben, l'Afrique. Oui, Aujourd'hui, on a toutes les banques marocaines, télécom et les assurances qui sont délocalisées au Cameroun, au Sénégal, au Nigeria. Euh, donc, ils ont ouvert un petit peu les portes à toutes les sociétés marocaines. Et nous, pourquoi pas, si tout va bien, en 2027, commencer des constructions peut-être d'un immeuble ou des villas dans ces pays-là.
Très bien, très intéressant. Aujourd'hui, votre clientèle, si vous arrivez à la quantifier, elle vient de quel pays principalement Alors, alors, on va parler de la construction immobilière. En majorité, on est sur la France. D'accord, Là, on va dire à 60%, c'est des Français. très bien. On est en principe à 10%, des Marocains. Après, on est un petit peu sur la Belgique. C'est vraiment très, très francophone. On est en train de réorienter notre communication sur les anglo-saxons, Oui. un petit peu les États-Unis, le Canada et le nord de l'Europe. Mais la plupart, c'est vraiment des Marocains qui ont bien réussi dans leur vie et qui veulent prendre une retraite au Maroc, Au trouver une Maroc, oui, maison, bien sûr. voilà, trouver une maison. Ça reste aussi une destination à proximité. Bon, Oui, c'est 2 heures de et deux heures quelques et demie de d'avion, ouais, c'est vol. ça, exactement. Ils viennent très souvent en vacances ici en famille. Donc et le climat est agréable aussi. Oui, C'est un climat sec, même s'il fait chaud, ça reste agréable. Il y a beaucoup de personnes qui sont asthmatiques et malades qui viennent sur Marrakech. Même par exemple, nous, on a des clients où leurs parents, ils sont plus à la fleur de l'âge, mais ils les installés à Marrakech pour leur santé et tout et tout. oui, ça reste Voilà. quand même. C'est un cadre beaucoup plus agréable que. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est gestion locative, là, c'est plus généraliste. Parce que là, on s'adresse vraiment à des touristes et donc on touche pratiquement tous les pays. Là, on va parler plutôt de périodicité au fait. D'accord. Il y a une période où on aura plus de français, il y a une période où il y aura plus d'allemand, il y a une période où il y aura plus d'anglais. Voilà. Mais on n'a pas un pourcentage. Ça correspond aux périodes peut-être de vacances scolaires ou. Exactement, c'est Ok, ça. très De bien. vacances scolaires ou même des fois de climat. Oui, Ça varie. Mais la plupart, on va dire 80% c'est vacances scolaires. ok, très bien. 20% c'est surtout le climat. D'accord. Mais on touche pratiquement tous les pays. On peut avoir des Américains, on peut avoir des Suédois, on peut avoir des Russes, des Français, des Belges, des Espagnols. Il y a un peu de tout. Et comment vous orientez aujourd'hui votre communication par rapport à cette clientèle-là, hein? C'est intéressant pour mes alternants en Alors, communication. au début, quand on était à Vavilla, c'était assez simple, hein. On faisait que des réseaux sociaux. Pas de sponsoring. Ouais. On était vraiment, on travaillait vraiment avec le naturel, donc ça organique. Donc ça fonctionnait très bien. Depuis quelques années, la concurrence a bien évolué à Marrakech. Beaucoup d'agences de gestion locative, beaucoup de biens, de très bons biens aussi, même des très belles offres, que ce soit des appartements qui sont pas forcément concurrentiels avec nous, mais ça reste quand même une offre. Et là, on est passé à un panel de 50 villas. Donc là, on a quand même dû mettre un peu plus les moyens. Il y a 2 ans, le marketing, c'était une personne, 2 personnes dans le département. Oui, Aujourd'hui, ils sont une dizaine. d'accord. Voilà, pour montrer un petit peu l'ampleur. Maintenant, on s'attaque à tout ce qui est partenariat. On fait des partenariats, que ce soit avec des influenceurs ou d'activités ou des sociétés. On fait également on est rentré dans Google, tout ce qui est Google Ads, etc., etc. Donc là, l'avantage, c'est que ça nous permet de cibler avec la langue le pays Oui. que l'on veut. Votre Nous, on audience fait, directement, elle est voilà, choisie. ça se traduit automatiquement, sans erreur. Google fait le travail nécessaire. Mais on va dire qu'on a dû mettre un budget pour la communication. Donc ça a évolué. Et on est obligé d'évoluer. Sinon, on ne pourra pas maintenir. C'est très difficile de maintenir le cap. On a, on a même ouvert le marketing à plusieurs types de professionnalités. On en a un qui s'occupe de tout ce qui est digital. On a une personne qui fait tout ce qui est site web, création de site web, maintenance de site web. On a des vidéastes, on a des infographistes, on a des community managers. Euh, on est obligé d'avoir tous ces métiers-là pour suivre. Parce que sinon, on risque d'être à la traîne et donc, qui dit être à Totalement. la traîne, pas de chiffre d'affaires. En tant que directeur opérationnel groupe, si je ne me trompe pas, c'est Oui. ça. Pour toi, quel est le pôle le plus compliqué à manager? Le pôle le plus compliqué à manager, les ressources humaines. C'est vraiment le plus dur. Que ce soit les autres départements, une fois que les process sont en place, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Après, chaque fois, c'est ce qui est normal, hein. À Réajustement, bien chaque sûr. comité, on refait des petites mises à jour, des recadrages, mais ça avance.
La difficulté, c'est vraiment le gros département où il y a un point de blocus, c'est vraiment les ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, enfin, je vais donner un petit peu la vision que j'ai, c'est qu'on a des profils qui malheureusement sont un peu biaisés par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Un influenceur qui fait 50K par mois, tout le monde dit ouais c'est facile, je vais prendre la Bien sûr. caméra, je vais le faire et je vais gagner. Et donc ils arrivent dans une société, ils vont se dire avec la même mentalité. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas on arrive et on dit ouais moi je veux 20 000 dirhams. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu rentres dans le profil du poste, on t'accompagne pour que tu puisses apprendre de l'expérience. On voit comment tu as concrétisé ce qu'on t'a appris. Si tu l'as bien concrétisé, tu l'as bien fait évoluer, là, tu as une chance de pouvoir avancer dans la vie ou dans le monde professionnel. Si tu arrives en disant non, il y a trop de tâches pour moi, je m'arrête là, ben, déjà, satisfaction personnelle, c'est pas bien. Et deux, au niveau de l'employeur, ben, pas d'effort en plus. Pourquoi je vais récompenser par un salaire ou une prime ou une augmentation? Sachant que on travaille tous pour un salaire. Bien sûr. On n'est pas là pour avoir des patates ou des tomates. Donc l'idée, c'est de se mettre au début, ben, il faut avoir des ampoules aux doigts, il faut avoir des crampes, faut suer. Ça, malheureusement, c'est un vrai problème générationnel, hein, et je ne cesse de le répéter aussi Ouais. en interne. On a un petit peu ce monde des réseaux sociaux où on voit l'influenceur ou l'influenceuse gagner très bien sa vie, Ça. même trop bien peut-être sa vie, bon, sans entrer dans les détails de chaque métier. Par rapport à d'autres longues études, Oui, mais ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que ces gens-là, ils travaillent. mais bien sûr, Ils travaillent énormément. C'est pas ils ont fait une vidéo. La vidéo, ils l'ont écrit un mois. Ils l'ont préparé un mois. Il y a beaucoup de travail en arrière-plan. ils n'arrivent pas à réaliser, ils ont l'impression c'est juste le fait de raconter sa vie sur Voilà, les le mec, réseaux sociaux. exactement. Donc c'est pas toujours évident, hein. Moi j'ai eu contact avec beaucoup d'influenceurs et des influenceurs français, Mm. puisque ça a été en partie mon métier. Et j'essaie parfois d'expliquer à mes étudiants en leur disant, voilà, avant de sortir une vidéo, comment c'est pensé? Combien d'équipes accompagnent derrière? Le montage, Le plein de montage, choses. toute la prod, les équipes qui doivent se déplacer, C'est ça. la logistique qu'il faut mettre en amont, en aval de chaque réalisation, d'une location d'une villa jusqu'au transport pour chaque activité, Tout à fait. lorsque c'est un groupe d'influenceurs. Il y a tout cet aspect-là qui néglige. Ils ont une facilité à se dire, moi je veux gagner de l'argent. Bon, c'est sûr que tout le monde veut gagner de l'argent. Il n'y a personne qui ne veut rien gagner dans sa vie, hein. L'humain, il est fait pour gagner. Tout à Bon, fait. même De si on toute ne parle pas façon, toujours d'argent. on est dans un monde économique aussi. Exactement. Donc c'est obligatoire. Mais derrière, on ne veut pas réaliser les efforts nécessaires pour gagner. Tout à fait. Et ça, c'est très générationnel. Et je dirais c'est à partir de la génération 2000 Tout à fait. et allant, on rencontre beaucoup Beaucoup de freins. de problèmes. Ouais. Mm. Et moi, je parle de mon parcours personnel parce que je reste quand même très jeune. Et parfois, je me dis, ouais, il y a quand même une certaine différence entre ma mentalité et la mentalité d'une génération qui vient 2 ans après, hein. C'est quand même très compliqué au niveau ressources humaines. Alors, moi, je suis quand même en phase avec le fait de se dire, un collaborateur qui rejoint une entreprise, il va pas faire sa carrière chez moi et c'est peut-être pas mon but. S'il fait 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est très bien et c'est une façon de fonctionner pour lui. On a beaucoup de jeunes qui refusent de signer un CDI aujourd'hui, Mm. qui veulent partir sur un CDD puisqu'ils ont envie de découvrir autre chose. Moi, je suis totalement en phase avec ça. Le problème que je vais rencontrer, c'est des jeunes qui viennent, mais qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Oui, après, ils n'ont aucune expertise. C'est Ils ça. vont faire un petit peu là. Oh non, ça m'intéresse pas. Un petit peu là. Et ils se rendent compte après 10 ans. Bah, et ils ont fait 2 ans par-ci, par-là. Mais il n'y a aucune entreprise qui va accepter 10 ans d'expérience éparpillés sur plusieurs domaines. Alors que 10 ans sur le même domaine, là, on devient un expert. Là, c'est plus intéressant pour une C'est entreprise à exactement recruter. ça. Alors que quelqu'un qui a fait 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, Et c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure. Moi, j'invite toujours les jeunes, avant de se lancer en alternance, de faire un stage dans une entreprise, dans le domaine qui les intéresse, de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, afin de comprendre si ça leur plaît déjà. Oui. Pas de commencer, de travailler 6 mois, ah non, ça me plaît pas. De partir dans autre chose en pensant que ça va leur plaire, et rebelote. On a toujours ce système-là qui se met en place. Ah, mais j'aime pas ce que je fais. Ah, mais j'aime pas ce que je fais. Oui, mais ça correspond pas aux tâches. Mais avant qu'on arrive à une finalité de se dire, voilà, j'adore mon métier, pour reprendre leurs termes, je kiffe ce que je fais, il y a quand même toute la étapes. transpiration et les Bien étapes sûr. qu'il faut franchir. bien sûr. C'est step by step. C'est pas de se dire, j'arrive du premier étage Et direct, je au suis président. 20e, c'est ça, et je suis président directement Non. du groupe. Moi,
En principe, la plupart des stagiaires qui veulent avoir une vision globale de l'entreprise, on leur fait faire un petit peu quand même le tour de tous les départements. Par exemple, sur la construction, ils vont sur le chantier, ils font des projets, ils sont là sur la création, réflexion sur de nouveaux projets. Et la plupart du temps, on les met plus sur ça quand on peut. Parce que quand nous, par exemple, on a une idée, je vais dire des bêtises, on veut ouvrir un centre pour les enfants, Oui, par exemple. Donc ça, c'est un nouveau projet. Bah là, on essaie de greffer un stagiaire avec un chef de projet, parce que là, ils vont travailler sur tout l'aspect. Donc la budgétisation, la réalisation, les ressources humaines, et ils touchent à tout, que ce soit financier, comptable, parce qu'il faut préparer les business plans, etc. totalement. Et à partir de là, il y a un moment donné dans la création de ce projet, il y a le curseur qui s'arrête. Là où ils aiment. Ah, j'aime bien la com. Parce qu'ils ont commencé à travailler un petit peu sur la Bien sûr. recherche de naming, le logo, ou un truc. Ah, ça, j'aime bien. Ou alors, ils sont plus sur le terrain. Ils ont beaucoup aimé le fait de travailler les plans, l'architecture. Et en fait, ils arrivent à mettre leur curseur quand ils voient un petit peu tout le panel. Après, les stagiaires qui sont plus orientés, bon là on a sur la communication, je leur dis toujours, faites un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. Restez pas uniquement sur le tournage, restez pas uniquement sur la modération. Faites un petit peu de tout, et après vous voyez ce qui vous intéresse le plus, et là vous misez tout dessus. Ouais, Comme ça, une fois que vous allez avoir, je dis, quand vous allez avoir un CV de 10 ans sur tel poste, ben, vous êtes sûr qu'après 10 ans, vous allez arriver directeur de ce poste-là. et bien sûr, on les voit comme étant des experts. C'est Mm. ce que je leur explique. 10 ans dans un métier, dans une entreprise à peu près stable, avec une belle croissance, vous êtes devenu expert avec Et votre il expérience. y a un autre point aussi que je leur dis surtout éviter les ping-pong. Ce que j'appelle le ping-pong, c'est de faire 3, 6 mois à 1 an dans une entreprise et de switcher à chaque fois. Donc je vais parler en tant qu'employeur, c'est un manque de confiance. Totalement. On va jamais faire confiance à une personne qui a un CV où chaque année il renouvelle l'entreprise. Quand même, les entreprises aiment bien quand même avoir une équipe qui est assez stable Totalement. pour pouvoir finaliser les projets, parce que des fois des projets ça dure 2, 3 ans, de faire confiance à ces personnes-là. Donc moi je leur dis toujours, au minimum restez au moins 2 ans. Tenez 2 ans, ça a plus de valeur. Bien sûr. Et à partir de là, bah, si vous faites 4, 5 ans parce que l'entreprise vous plaît, là c'est encore beaucoup mieux. Vous êtes encore mieux valorisé par rapport à votre prochain emploi que si vous faites un 6 mois ou un an Bon, je leur dis toujours qu'en un an, on n'a pas le temps de voir grand-chose, en puisqu'il plus. y a le temps d'arriver en entreprise, d'être formé, ensuite de rencontrer les premiers problèmes, de savoir comment les gérer. On arrive très vite sur les 1 an. Sur les 1 an, Au bout des 2 ans, bon, les problèmes qui sont arrivés pendant les 1 an, on on les commence à revoit. les résoudre dans la deuxième année, à savoir comment on résout un problème, on le pose, parce que parfois on rencontre des problèmes qu'on n'arrive pas à Bien poser, sûr. et ça fait partie du management. Moi, je le dis toujours à mes BTS qui sont en management ou au Bac+3 qui sont en management. Le problème en entreprise, c'est quelque chose de courant. Le chef d'entreprise, quand il se Ah, réveille le matin, il y ou a le que ça. manager, il a que des Que problèmes, ça. il est technicien des problèmes, donc c'est une habitude. Mais le problème, il faut savoir le poser et aussi comprendre après D'où comment le résoudre d'où et vient d'où le il vient. problème. Exactement. Et c'est très important. En un an, on n'a pas le temps de voir grand-chose dans une entreprise. Il faut être formé. Alors, si on est dans le domaine de la restauration, bon, 1 an, on a quand même eu le temps de voir beaucoup de Le choses. process se fait très C'est vite. ça. Mais Si on après, rejoint il n'y a pas que la restauration. Il y a d'autres domaines qui sont un peu plus complexes. Et 1 an, c'est pas suffisant. totalement, on prend l'exemple de Salam Group, il y a une multitude de professionnels et de métiers en interne du groupe. Et si jamais j'ai un de mes stagiaires qui vient rejoindre le groupe, c'est de se dire en 1 an, il peut pas avoir fait le tour Non, de tout. pas possible. Et il aura fait en 1 an le tour de pas grand-chose, hein, je le dis toujours. Quelques domaines, il aura réussi à analyser un petit peu, mais jamais en profondeur. Donc c'est quand même très important. Et on leur explique que lorsqu'on rejoint une entreprise, c'est un choix. C'est un choix fait par l'employeur et c'est un choix personnel aussi Mm. de rejoindre cette entreprise. Tout à fait. Et des deux côtés, c'est un engagement. L'employeur, il s'engage à une réussite au sein de l'entreprise et nous, on se doit, en tant que collaborateur, d'être engagé dans l'entreprise pour atteindre les objectifs. Tout à fait. C'est Et exactement ça, ça. c'est, comme je le dis toujours, un problème générationnel. Ils Ouais. ont beaucoup, beaucoup de mal à l'entendre. Et c'est pour ça que les stages, ils sont intéressants. Est-ce que toi, en partenariat avec l'INIM, tu pourrais recevoir des stagiaires français au sein des entreprises Oui. marocaines ici Nous, on pour a, pouvoir, je veux te dire, il y a quelques temps, on a mis en place les programmes de stage.
Comme j'ai dit, comme nous, on a un problème de ressources humaines, c'est un moyen de former la personne à nos process, et en même temps, de voir si la personne aime bien ce qu'elle fait, ou le domaine où elle travaille. Donc le stage n'a pas de risque pour l'employeur, et il n'a pas de risque non plus pour le stagiaire. Parce que s'il Totalement. veut juste faire son stage, puis faire son stage, ben, il va faire son stage. Donc il n'y a pas de souci. Mais si il veut apprendre et il veut évoluer, pas forcément dans la boîte, dans l'entreprise même où il fait son stage, mais s'il s'implique, il va ressortir de là avec plein de bagages qui va lui permettre après de faire une vraie sélection de l'entreprise dans laquelle il veut travailler. Donc nous on fait ça, nous on prend beaucoup de stagiaires dans pas mal de domaines, contrôle de gestion, marketing, dans le BTP, toutes les portes, même en cuisine, on fait des stagiaires et on essaye, nous un petit peu quand même, malgré ça, de les garder le plus souvent, de les recruter. S'ils en vaut la peine, on les garde. C'est normal. Une anecdote sur les ressources humaines, parce que je suis installé à Marrakech depuis 2 ans. Moi, je suis de Casa, donc c'est un petit peu à l'européenne. J'ai commencé à passer des recrutements. Donc, les rendez-vous, je les appelle, ah là 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 là, de 9h, 10h, 11h, ok. Le lendemain, 9h, personne, 10h, personne, 11h, personne. J'appelle, parce qu'on ne reçoit pas d'informations, désolé, je suis absent. Désolé, un membre de ma famille est malade. Ok, pas de souci. Deuxième membre de famille malade. Troisième membre de famille malade. Je fais, oh, ils sont sans emploi et ils ne viennent pas à un rendez-vous d'entretien. Et c'est générationnel. Parce que moi, à mon époque, peu importe l'entretien, même si on est en poste, on va aller faire l'entretien. Déjà, pour savoir, pour se jauger soi-même, on est où sur le marché du travail? Est-ce qu'on est apprécié ou pas? Est-ce qu'on en vaut la peine ou pas? C'est très important. Même si on est en emploi, il faut aller faire des entretiens. Comme ça, on va voir un petit peu ce que les autres nous proposent. Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que, ce que le salaire que j'ai est bien? Comparer aussi. Des fois, j'ai eu des cas où, ah, mais je vais démissionner, on m'a proposé meilleur ailleurs, au niveau salaire. Et moi, je leur dis toujours, ok, c'est bien meilleur. De combien? Pas beaucoup. Est-ce que tu es prêt, parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, est-ce que tu es prêt à perdre un cadre de vie que tu as là, dans l'entreprise, pour 5%, 3%, 10% d'augmentation, sur une autre entreprise qui, tu risques de perdre finalement des avantages en nature que tu n'avais pas. Parce que là, on parle salaire, tout le monde parle argent, mais au final, il n'y a pas que réellement l'argent. Il y a le Non, bien-être de l'esprit dans mais bien l'entreprise. sûr. Pour éviter Des burn-out, des burn-out. bien sûr. Parce que c'est nocif. Et autant diviser son salaire par deux et être apaisé dans son métier. Malheureusement, il y en a beaucoup hein, qui, malgré le fait qu'ils soient compétents, restent dans une entreprise où ils risquent le burn-out, ils n'ont pas forcément un bon cadre. Et je te rejoins quand tu dis que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, puisque lorsqu'on quitte une entreprise dans laquelle on a un bon cadre, avec qui on s'entend plutôt bien, notamment au niveau des collègues et des managers, aller ailleurs, on ne connaît pas forcément ce qu'on va découvrir. Son supérieur, on ne connaît pas les Exactement. process, c'est un nouveau monde. Et on perd aussi tout ce qu'on a acquis. Ça veut dire quand on arrive en tant que nouvel employé ou collaborateur, bah, du jour au lendemain, on peut mettre fin au contrat parce qu'il y a une période d'essai. Alors que l'ancienneté qu'on avait avant, même les primes d'ancienneté, tout ça, il faut tout refaire dès le départ. Donc après, moi, on n'est jamais marié à une entreprise. Totalement. Ça, je le dis, je le redis. Mais il y a des choses, si on augmente le salaire de 50 ou 100%, vas-y. Oui, il faut y aller. Ah, là, je vais, Moi, le premier, si jamais j'ai un collaborateur qui me je vais dit le ça, dire- je lui dis, t'es je pas vais le très dire intelligent que de refuser. Voilà, je dis, t'as rien à perdre, tu peux aller, tu es en bonne entente avec l'entreprise. L'entreprise va jamais essayer de te récupérer parce que la somme elle est grosse. Donc même si ça marche pas, tu peux demander à revenir. Ça peut le faire. Mais par contre, si tu pars pour 5-10%, ben, déjà, tu vas faire mal à la personne qui t'a mis bien. Donc voilà. Donc j'ai dit, faut beaucoup réfléchir. Moi, je parle beaucoup avec les équipes. J'échange beaucoup là-dessus. Je les bloque pas. Je leur dis pas non, on fait pas ci. Je donne juste mon avis. Et je leur dis, réfléchissez. Posez le pour et le contre. Après, bon, par contre, s'il vient, il me dit, je touche 50 ou 100%, je dis, vas-y.
Moi, je Ah bah oui. t'accompagne. Hein. Mais le dis pas à grand monde derrière parce que sinon ça va être Ils compliqué. vont tous partir. Non, mais il faut encore que quelqu'un les recrute au Ah double. oui, bien sûr. Non, mais c'est. Mais, Enfin, j'en ai presque pas vu hein, des doublements de salaire. Peut-être ici c'est possible, mais ici, des fois, c'est possible. D'accord. Ici, des fois, c'est possible. Et après, voilà, il y en a beaucoup qui sont très, très orientés sous. Et je le dis, je le redis, l'argent vient en fonction de ce qu'on fait. C'est pas en fonction de ce qu'on demande. Si on fait plus que l'employeur a demandé, obligatoirement, si Totalement. l'employeur il est franc et honnête, ça suit tout seul. Ah oui, bien sûr. Euh, Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec l'augmentation des salaires quand le travail suit derrière. Hein. Et j'ai des collaborateurs, collaboratrices qui ont prouvé euh, qu'ils étaient capables de faire mieux que ce c'est qu'on leur ça. avait confié. Et donc, automatiquement, bah, ça permet aux Voilà. collaborateurs À d'avoir la une réévaluation, meilleure bonjour, rémunération. Exactement. il n'y a aucune raison Et puis, en tant qu'employeur, on est toujours ouvert puisque bah, ça permet de de garder un déléguer bon un petit peu profil. plus et de, c'est ça, de le Garder un garder bon en profil. interne. Un profil qu'on garde en interne, c'est toujours satisfaisant. Mm. Lorsque moi j'ai des collaborateurs qui ont 13-14 ans de boîte, avec qui on cesse d'échanger, moi je suis arrivé très jeune, hein, j'ai racheté une boîte, je suis arrivé jeune dans la boîte, j'avais besoin d'avoir le retour de mes équipes, de ces collaborateurs-là, et on voit bien qu'ils n'étaient pas exploités à 100%. Et donc Mm. c'est toujours intéressant d'avoir un collaborateur qui reste longtemps dans la boîte, puisqu'il devient expert dans son domaine, mais aussi Tout à expert de fait. la boîte. Donc Et ça il reste, permet d'accompagner aussi les nouveaux qui arrivent, bien sûr. de les former. C'est ce qu'on a mis en place, nous, en interne. On a mis en place un système de parrainage. Donc, le nouveau collaborateur, il a un parrain en interne qui D'accord. est au même poste et qui lui montre tous les process, qui l'accompagne, qui le corrige quand les choses ne sont pas faites correctement. Et ça reste très important hein, d'avoir une équipe sur laquelle on peut compter, puisqu'en Tout à tant que fait. manager, hein, tu le sais bien, on a tendance à vouloir être partout sans parfois pouvoir Être être présent. exactement. Après, même des fois, on reste humain. Hein. Si l'équipe n'est pas solide et qu'on a des problèmes de santé, qu'on n'est pas là pendant une période ou même en vacances, il faut qu'on compte sur l'équipe. Oui. Et si on n'a pas une équipe solide qui peut tenir et en qui on a confiance, c'est très compliqué de partir en vacances ou d'être malade. Donc, ça reste quand même difficile. Donc, toujours, on va prioriser un petit peu d'upgrader nos équipes. Toi, en tant que Marocain et en tant que manager, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du système éducatif d'études supérieures au Maroc? On va se baser sur l'étude supérieure. Alors, À Marrakech, principalement. alors, je connais plus l'étude supérieure au Maroc parce que j'étais directeur marketing d'un groupe scolaire D'accord. à Casablanca et en Tunisie et à Dubaï. Et donc, je connais un petit peu le secteur de l'éducation. Le secteur de l'éducation au Maroc, il y a deux vitesses, malheureusement. On a avant bac, on a le public qui est pas au niveau. Ils essayent de faire des efforts, mais on est encore loin. Donc, il y a le privé qui prend le relais. Et au niveau du privé, on a pratiquement deux gammes. Oui. Mais je dirais même trois. On a l'entrée de gamme marocain et on a le haut de gamme marocain. Et après, on a tout ce qui est bac français. Et là, pareil, des... on a des enfants brillants qui ne peuvent pas atteindre des écoles qui vont répondre à leurs besoins d'intelligence ou d'intellectuel. Malheureusement, on a une disparité qui est un petit peu difficile. Mais tout ce qui est privatif au Maroc fonctionne très très bien au niveau des cursus scolaires. D'ailleurs, même au niveau public, on a des très grandes écoles supérieures. On a l'ISKE, on a Khawain. C'est des structures qui sont reconnues mondialement. Euh, on a des écoles privées, on a beaucoup de petites écoles privées. Mais après, ça reste. Je vais parler un petit peu là du côté de recrutement. Je ne regarde jamais les diplômes. Pour moi, ça me donne une idée, mais je fais mes entretiens, je laisse dérouler le CV. J'ai fait telle étude, telle étude, telle étude, mais après, moi, je rentre dans une discussion. Parce que c'est là où on va revenir à quelqu'un qui n'a pas eu les moyens de faire une grande école, mais qui est très intelligent, très réactif et vif d'esprit. C'est ce que je recherche. Ça veut dire que c'est une personne qui va pouvoir apprendre de nouvelles choses et m'accompagner.
elle a peut-être forcément un diplôme qui n'est pas d'une école extraordinaire. Euh, Parce qu'elle n'a pas eu forcément les moyens d'intégrer cette école. Donc, mais au Maroc, on a de bonnes écoles. T'es plus orienté compétences que diplôme. Tout à fait. Ok. Moi, je peux recruter quelqu'un juste avec un bac. D'accord. J'ai aucun souci. Si je le trouve vif et intéressant et qu'il est impliqué, j'ai aucun problème à recruter quelqu'un qui a même pas le bac. Ça, j'ai pas de problème. Tu vois, c'est un débat très intéressant, hein, puisqu'on me pose souvent la question de savoir diplôme ou compétences. Alors, pour moi, il ne faut pas mettre en opposition les deux, bien sûr, Non, mais l'avantage, c'est que les diplômes te fournissent quand même un profil qui a quand même un minimum de connaissances, de bagages. oui, Sur certains postes, c'est obligatoire. Oui. Une juriste, je ne vais pas prendre ça sans diplôme, sans c'est diplôme, impossible. c'est pas possible. Ouais, d'accord. Il y a des choses où c'est quasi impossible de recruter quelqu'un sans bagage. Par contre, il y en a certains, on peut. Par exemple, un infographiste, un vidéaste, il n'a pas besoin. Si c'est un autodidacte, que tu lui fais des formations, que tu lui mets des appareils, il peut évoluer très vite. Par contre, sur d'autres, sur tout ce qui est avocat, tout ce qui est juriste, là, c'est quand Oui, même c'est des métiers. beaucoup plus compliqué. Il y a l'apprentissage, médecin, c'est... Voilà. Oui, Donc, on n'a pas même- le choix. On va dire même, ça je comme ça. dirais même, je vais aller même plus loin, les architectes, c'est pas possible. Et il y a un minimum, parce qu'au niveau de la construction, des calculs et des mathématiques, il y a des choses à faire pour que le bâtiment puisse tenir par rapport au niveau de la construction. Au BTP, c'est un peu mélangé. On peut avoir des petits profils donc, qui n'ont pas de bac, qui ont commencé au plus bas de l'échelle du BTP, qu'après quelques années, tu vas les retrouver en tant que directeur de grosses œuvres ou directeur de seconde œuvre. Oui. Ils vont apprendre sur le Sur le tas, tas, oui, c'est un métier manuel euh, avec quelques notions. Mais quand on parle architecte, là, c'est différent. Obligé, il faut qu'il ait un bagage. C'est pour ça que on peut pas dire non plus tout le temps, que le diplôme. t'as le diplôme, ça sert à rien, t'inquiète. Ouais. Non, non. Il y a certains métiers, c'est obligatoire. D'autres qui sont plus manuels, il n'y a pas besoin, mais il faut avoir quand même un esprit qui est assez un petit peu développé et ouvert. Totalement. Donc ça reste quand même. Il faut que la personne elle soit ouverte d'esprit de manière à ce qu'elle emmagasine tout ce qu'on va vouloir lui apprendre. Mais bon. Je le dis souvent à mes élèves, ça, hein, que le diplôme, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout. On peut avoir quelqu'un de Harvard, je le pose sur son propre métier, Il va pas savoir. il eu- va être lent. J'ai eu personnellement des profils qui avaient 2 il- masters, un doctorat. Il va, mais il va me ralentir. Moi, j'ai besoin d'aller plus vite. Il va me ralentir en mettant en Totalement. place des process. Il va me passer un mois à me faire des process, alors que moi, j'ai besoin qu'il développe, pas qu'il. Bien sûr. Voilà. Donc, Ouais, totalement. en fait, pour moi, c'est un engrenage. Les deux pièces vont ensemble. Ça veut dire que tu peux avoir un petit diplôme, mais derrière, tu as une grosse compétence. Tu vois, et donc, Oui. ça fonctionne. Ou alors, tu peux avoir un gros diplôme et derrière, tu as des petites compétences. Mais tu vois, il faut que ça fonctionne. Tu peux pas avoir un gros diplôme et pas le reste. Ouais, ça, c'est sûr. Ça fonctionnera pas. Ça veut dire que tu vas chaque fois trop faire travailler. Tu vas travailler cérébralement et tu vas rien développer. Bah, malheureusement, entre le terrain et la théorie, il y a quand même. Et- Ça reste 2T, mais avec Ouais. un grand écart entre les deux, hein. Et ça, c'est. La Parfois- plupart du temps, je dois dire, d'ailleurs, je sais plus quel humoriste a sorti, à part les architectes, et qui c'est qui a déjà utilisé un compas Oui, c'est vrai. pi ou voilà. Oui, c'est C'est clairement des choses ça. qu'on apprend à l'école. Il y en a certains, oui, qui l'utilisent dans la physique, la chimie, voilà. Mais dans certains métiers, c'est Bon. un dixième où on utilise. Très honnêtement, je n'ai pas utilisé de rapporteur depuis allez, le collège, peut-être. Voilà, Parce que c'est- même au lycée, on ne l'utilisait pas. c'est ça. Donc, Donc, c'est pour ça que je dis que oui, l'école va t'apprendre un bagage. Mais après, il faut savoir que ce bagage, il y a une partie que tu vas l'utiliser, une autre partie que tu vas pas l'utiliser. Oui, mais Il en faut plus que de ça, l'école pose un cadre. C'est toujours important, puisque c'est aussi une rigueur. éducation. C'est exactement, rigueur. ça va 8 poser un heures à cadre, une l'école, rigueur. À 6 heures, on sort. C'est pareil que les horaires que le boulot. Exactement. C'est une mise en place. Et ça. Et c'est un effort continu lorsqu'on a une gestion du stress. Je le dis toujours, en période d'examen. Oui. C'est là où nous, on a beaucoup d'abandon. Juste avant les examens, je sais Ouais. pas pourquoi, mais toutes les écoles sup ont l'abandon Ça change. du cursus. Donc après 2 ans, ils ont suivi 2 ans le cursus, mais juste avant l'examen, ils abandonnent. Et c'est cette gestion du stress qu'on essaye aussi de leur apprendre, en leur disant, mais c'est un petit stress les études, hein. Ouais.
lorsque vous allez rencontrer des situations beaucoup plus graves dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, bah, les études, ça vous aura permis aussi de se dire, attends, Mais, j'ai même, rencontré une situation de stress, il faut que je la gère. mais même pour ceux qui abandonnent, l'échec est plus important que l'abandon. Mais bien sûr. Passe l'examen, rate-le, pas grave. Mais au moins, tu auras essayé. Tu auras essayé, tu l'as vu, tu sais ce que c'est. C'est ça. Quand tu vas revenir, bah, tu n'auras pas peur parce que tu l'as déjà vu, tu l'as déjà essayé. Et tu vas savoir même où tu as raté. Alors que si tu abandonnes, bah, mais tu l'as jamais vécu. Donc tu vas jamais le savoir. Et c'est un manque d'engagement. Donc tu vas revenir, tu vas réabandonner une deuxième fois. Parce que tu vas revenir sur le même mur. Alors que la première fois, si tu as au moins collé la tête contre le mur, tu sais qu'il est froid ou il est chaud. C'est ça. Donc tu vas te venir préparer. Ah, il est froid, donc je vais ramener un bonnet et je vais me coller contre le mur. Bien sûr. Mais déjà, tu es prêt. Je leur dis, plantez-vous. Allez-y, faites-le. C'est pas grave de se Faites planter. l'erreur. Il faut comprendre l'erreur et en même temps, on l'a vécu. Si on le vit pas, on le sait pas. Exactement. Moi, je suis motard. Et je vois une piste. Si je le fais, je sais que je vais tomber. Mais je suis tombé. Je sais pourquoi je suis tombé. Je l'apprends et je vais revenir demain sur la même piste. Et normalement, Mais là, je devrais pas tomber parce voilà. que je sais l'ai comment vécu. l'appréhender, exactement. Je l'ai vécu. Alors que si je m'arrête, je dis, je fais demi-tour et je reviens et je vais jamais la passer. Alors que Bien sûr. le surlendemain, bah, je suis passé. Ouais, Je suis totalement. allé plus loin. Et une fois que tu l'as passé, tu te dis, ah bah, c'était pas si compliqué que ça, en fait. Exact. Parce que des fois, on peut le réussir sans s'en rendre compte du premier coup. Bien sûr, On a tellement peur, on se dit non, je vais louper. On On arrive, finit par on l'avoir. réussit. c'est ça. Euh, Mais c'est clairement un manque d'engagement. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants quand ils commencent leur parcours et que j'échange avec eux. Pourquoi tu as fait ces études-là? Ah bah parce que c'est comme ça, parce que je devais apprendre, parce que mes parents ils m'ont obligé. Et je leur dis toujours non, c'est pas la façon dont tu dois réfléchir. Là, on parle de ta vie. Les études, c'est 5 ans, mm. 6 ans, 7 ans, 8 ans parfois. Et de se dire, si je commence des études, je sais ce que je veux faire avec. Pas, je vais faire des études et après, je vais voir. Non, comme disait, bon, je suis pas forcément fan, mais Sarkozy disait, le problème de cette génération, c'est le manque d'engagement. Je vais me marier et puis je vais voir si ça marche. Ouais. Non, ça va marcher et je vais me marier. C'est ça, Bah, c'est le même principe Il faut avec partir l'école. direct. D'un coup, il faut être positif. Je vais le faire, ça va marcher. Totalement. Si je dis, déjà, le oui, mais, ça, c'est pas ça. Oui. Oui et. Moi, j'aimais entendre les oui et. On doit les faire oui, ça. c'est Pas le oui mais. Non, le oui, mais, déjà, c'est de la négativité, ça passe pas. Totalement. Même si on met un oui devant, ça évolue pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère à très vite et recevoir tes étudiants en stage quand tu veux. Tu me dis s'il y a des besoins que Salem Group puisse accompagner des étudiants, peut-être des futurs employés Salem Group. Ce sera avec Avec grand plaisir. plaisir. Ce sera avec plaisir. Plaisir partagé. Merci. Merci à Et à toute très l'équipe bientôt. aussi. Et à très bientôt. Marhaba.